Ma femme a dit, je n'ai pas à cuisiner, nettoyer ni même dormir avec toi. Alors je lui ai montré à quoi ressemble la vie quand elle cesse d'être ma priorité. Eh bien, Reddit. Voici l'histoire de la façon dont mes 6 années de mariage se sont effondrées après que ma femme a décidé qu'elle n'avait plus besoin d'agir comme une partenaire. Alors j'ai arrêté d'agir aussi et j'ai regardé sa réaction en direct. Sortez le popcorn et profitez du spectacle. Je m'appelle Ethan, j'ai 34 ans, homme. Écoutez, je ne vais pas prétendre que mon mariage a toujours été un désastre, parce que durant les premières années, les choses étaient vraiment bonnes. Valérie et moi nous sommes rencontrés par des amis communs à Scottsdale. Elle était drôle, facile à aborder, ne jouait pas à des jeux. On s'est entendu tout de suite. On s'est marié après 2 ans de relation. Petit mariage. Sa famille m'aimait bien, la mienne l'aimait aussi. On a emménagé dans un appartement correct à Tampa. On a adopté Belay dans un refuge et on a commencé à construire quelque chose. J'avais 27 ans, elle en avait 26. On avait tous les deux des emplois corrects, on partageait les responsabilités de façon équilibrée à l'époque. Parfois, elle préparait mon déjeuner avant mon travail. Parfois, elle laissait des petits mots dans mon camion. Des trucs simples comme « n'oublie pas de manger » ou « je t'aime, conduis prudemment ». On passait nos samedis à faire une randonnée sur Camelback Mountain, puis on allait acheter des burritos au petit déjeuner. On avait l'impression d'être dans la même équipe. Je me souviens quand sa voiture est tombée en panne 3 ans après le mariage, et que j'ai passé tout un samedi à la réparer sur le parking. Elle est restée avec moi tout le temps, me passant les outils, posant des questions, apportant de l'eau. Quand j'ai finalement réussi à faire démarrer la voiture, elle m'a embrassé et m'a dit qu'elle avait de la chance de m'avoir. Mais vers la 5e année, les choses ont commencé à changer. De petites choses au début. Elle a arrêté de préparer mes repas, arrêté de laisser des petits mots, a commencé à passer plus de temps sur son téléphone qu'à me parler. Quand je rentrais du travail, elle levait à peine la tête. Plus de randonnées, plus de burritos du samedi. Elle avait tout simplement cessé de faire des efforts. C'est à cette période que sa meilleure amie, Nicole, est entrée en scène. Elle s'est accrochée à Valérie comme une sangsue. Soudain, c'était soirée entre filles toutes les semaines, des groupes de discussion auxquels je n'avais pas accès, des blagues internes dont je ne faisais pas partie, et Valérie a commencé à parler d'une manière différente. Chaque fois que je lui demandais de faire sa part dans quelque chose, je devenais contrôlant ou trop exigeant. J'ai été marié à cette femme pendant 7 ans. 7 ans à croire que nous étions partenaires. Mais au final, je faisais tout pendant qu'elle regardait des gradins. Laissez-moi vous décrire comment tout ça s'est passé. C'était un mercredi soir. Je venais de rentrer d'un cauchemar de journée dans la chaîne d'approvisionnement qui m'avait retenu en appel jusqu'à 18 h. Je suis entré à la maison et j'ai trouvé Valérie sur le canapé avec Nicole. Nicole est une coach de vie, de 32 ans qui n'a jamais été mariée, n'a jamais vu une relation durant plus de 8 mois, mais qui se croit qualifiée pour donner des conseils amoureux à n'importe quelle femme dans un rayon de 5 mètres. Elle murmure à l'oreille de Valérie depuis 1 an, depuis que sa dernière relation a explosé. Maintenant, elle passe son temps à convaincre des femmes mariées que demander à leur mari de faire leur part, c'est presque de l'oppression. J'aurais dû reconnaître les signes quand Valérie a commencé à répéter les phrases de Nicole sur « la charge émotionnelle » et « ne pas être la mère d'un homme ». Je suis entré, j'ai posé mon sac au sol. La cuisine était un désastre. De la vaisselle accumulée depuis des jours, la poubelle qui débordait, une odeur étrange venant d'un endroit que je ne voulais même pas examiner. Les deux ont à peine tourné la tête vers moi, elles ont juste continué à faire défiler leur fil d'actualité en riant de je ne sais quoi. « Salut » ai-je dit en posant mon sac. Journée difficile. La maison est un peu en bazar. « Ça va ?» Valérie a soupiré. « Ça va » dit-elle sans lever les yeux. « Je suis juste occupée. » Occupée, apparemment, signifiait poster 6 fois sur les réseaux sociaux ce jour-là et recevoir Nicole pendant 3 heures. Mais bien sûr, trop occupé pour lancer le lave-vaisselle. J'ai ouvert le frigo et il n'y avait absolument rien que je puisse préparer pour le dîner. Les courses que j'avais faites 4 jours plus tôt avaient disparu. Juste des condiments et un yaourt périmé depuis la semaine précédente. « Tu as déjà mangé ?» ai-je demandé. « On a commandé des sushis » dit-elle. « Il en reste peut-être. » Il n'en restait pas. Je suis resté là, à regarder le frigo vide, le chaos de la cuisine et ma femme,
qui ne prenait même pas la peine de remarquer que j'existais. J'ai senti quelque chose se serrer dans ma poitrine. Tu sais, ça aurait été sympa si tu avais au moins gardé quelque chose pour moi ou si tu m'avais prévenu que vous alliez commander. Nicole a répondu avant même que Valérie n'ouvre la bouche. Mon Dieu, elle n'est pas ta chef personnelle. Elle n'est pas obligée de te nourrir. J'ai regardé Nicole, puis Valérie, attendant qu'elle dise quelque chose. N'importe quoi pour indiquer qu'avertir son mari des plans pour le dîner, c'est juste de la considération de base. Elle n'a rien dit. Très bien, ai-je répondu lentement. Je vais commander quelque chose alors. Fais ça, a dit Valérie, et Nicole a ri. J'ai commandé un hamburger et je l'ai mangé dans la chambre, qui était devenue mon refuge ces derniers temps. Je leur laissais de l'espace pour parler de quoi que ce soit. Généralement de moi, vu la façon dont leur voix baissait quand je passais. Nicole est partie vers 21h. J'ai entendu la porte se fermer et j'ai attendu pour voir si Valérie viendrait me parler. Peut-être admettre que son amie avait été grossière. Peut-être juste vérifier comment j'allais. Au lieu de ça, elle est allée directement à la salle de bain et a commencé sa routine du soir. 45 minutes plus tard, elle est entrée dans le lit et s'est tournée de côté, dos à moi. Alors, on ne va pas parler de ce qui s'est passé ? Dis-je en regardant son dos. Parler de quoi ? Du fait que ton amie a été irrespectueuse dans notre maison. Du fait que tu ne t'es même pas soucié de savoir si j'avais mangé. Elle s'est retournée, et l'expression sur son visage n'était pas de la culpabilité. C'était de l'agacement, comme si je l'embêtais avec des broutilles. Tu es un homme adulte, dit-elle. Tu sais te débrouiller tout seul. Ce n'est pas la question. Alors c'est quoi ? La question, c'est que tu es ma femme. Je ne devrais pas me sentir comme un colocataire que tu tolères dans ma propre maison. Elle s'est assise, et j'ai compris que ça allait tourner au vinaigre. Tu veux savoir ce que je pense ? Je pense que tu en attends trop. Tu veux que je cuisine pour toi, que je nettoie pour toi, que je te surveille tout le temps comme si tu étais un enfant. Je veux juste que tu agisses comme si tu t'en souciais. Je n'ai pas à cuisiner, à nettoyer ni même à dormir avec toi, dit-elle, chaque mot parfaitement articulé. Ce n'est pas ça, le mariage. Ce n'est pas mon travail. J'ai ma propre vie, mes propres choses à gérer. Tes besoins, c'est ton problème. Tout s'est arrêté. Je l'ai regardée, attendant qu'elle se ravise, qu'elle dise qu'elle ne voulait pas dire ça comme ça. Mais elle n'a rien dit. Elle se contentait de me fixer avec cet air de défi, comme si elle venait enfin d'avouer ce qu'elle pensait depuis des mois et qu'elle en était fière. C'est Nicole qui t'a mis ça dans la tête ? Demandai-je d'une voix basse. Nicole a raison. Les femmes ont été conditionnées à croire qu'elles doivent tout aux hommes. Nous ne devons rien. Donc tu penses ne rien me devoir ? Rien. Pas si ça met en danger mon bonheur. Rien. J'ai acquiescé, laissant tout ça s'imprimer. 7 ans. 7 ans où j'ai cuisiné quand elle ne voulait pas. 7 ans à m'occuper de l'entretien de la maison, des factures, de l'organisation, de tout ce qui demandait de la force. 7 ans à essayer de construire quelque chose avec quelqu'un qui apparemment pensait me faire une faveur simplement en existant sous le même toit. Bon à savoir, ai-je dit. Elle s'est retournée, satisfaite, comme si elle avait gagné quelque chose. Elle n'avait aucune idée de ce qu'elle venait de déclencher. Cette nuit-là, allongée dans le noir, j'ai pris une décision. Si elle pensait qu'elle n'avait pas besoin d'agir comme une partenaire, alors moi non plus. En réalité, je n'avais plus besoin de faire quoi que ce soit. J'ai repassé les chiffres dans ma tête. L'année dernière, j'avais cuisiné environ 80% des repas, réparé tout ce qui cassait dans l'appartement une dizaine de fois au moins, pris soin du chien, nourriture, promenade, vétérinaire, fait les courses, géré les factures, gardé l'endroit habitable. Et elle avait contribué à quoi exactement ? Quelques commandes de repas et des plaintes disant que je n'en faisais pas assez. Et à partir de demain, je n'allais tout simplement plus le faire. Je me suis levé avant Valérie le lendemain matin et je me suis préparé pour le travail comme d'habitude. Mais cette fois-ci, je n'ai rien fait de ce que je faisais toujours. Je n'ai pas préparé le café. Je n'ai pas laissé le chien sortir. Je ne lui ai pas demandé si elle avait besoin de quelque chose avant mon départ. J'ai juste pris mes clés et je suis parti à 6h30, la laissant se débrouiller. Vers 8h15, mon téléphone a vibré avec un message d'elle me demandant si j'avais laissé Bélé sortir le matin.
Bailey est notre Golden Retriever de 3 ans, qu'elle avait absolument voulu adopter et dont je m'étais occupé depuis, promenade, nourriture, vétérinaire, tout. J'ai laissé le message sans répondre pendant que je terminais mon café au bureau. 1 heure plus tard, elle a envoyé un autre message, « Allô ?» avec plusieurs points d'interrogation. J'ai répondu simplement que j'étais au travail et qu'elle était à la maison. Elle a appelé. J'ai laissé sonner jusqu'à la messagerie. Son message était furieux, disant qu'elle essayait de me joindre et que le chien avait fait des saletés dans la maison parce que j'avais oublié de le laisser sortir. Intéressant comme elle n'avait pas de main pour ouvrir la porte arrière toute seule. Cet après-midi-là, je me suis arrêté au supermarché et j'ai acheté exactement 1 semaine de nourriture pour une personne. Plat préparé, blanc de poulet, légumes, riz, tout en portions individuelles. Quand je suis rentré à 18 h, Valérie était dans le salon avec une sale tête. La vaisselle était toujours dans l'évier. La poubelle débordait encore. Bailey était surexcitée de voir quelqu'un qui se souvenait qu'elle existait. « Où est-ce que tu étais ?» demanda-t-elle. « Au supermarché. » Je suis allé directement à la cuisine et j'ai commencé à ranger mes courses dans le frigo. Elle est entrée derrière moi et m'a observé. « Tu n'as rien acheté pour moi. Tu as dit que tu t'occupes de tes propres besoins. Moi, je m'occupe des miens. » Je l'ai vu réfléchir, essayant de comprendre si j'étais sérieux. Puis elle a ri. « Tu es mesquin. » « Non. Je fais simplement ce que tu as suggéré, m'occuper de moi-même. » J'ai passé l'heure suivante à préparer mon dîner. Juste assez pour une seule personne. L'odeur s'est répandue dans l'appartement, et je l'ai vu me jeter des coups d'œil depuis le canapé. Quand je me suis assis pour manger à table, elle est venue vers moi. « Tu ne vas vraiment pas en faire un peu pour moi ? » « Tu as dit que cuisiner n'était pas ton travail, répondis-je en prenant une bouchée. Il semble que ce n'est plus le mien non plus. C'est ridicule. Ah oui ? Parce qu'hier soir, tu as été très clair sur ce que signifie le mariage pour toi. Je ne fais que suivre les mêmes règles. Elle est restée là 1 minute de plus, attendant que je cède. Je n'ai pas cédé. Finalement, elle a pris son téléphone et a commandé quelque chose encore une fois. Après le dîner, j'ai lavé mon unique assiette, ma seule fourchette, ma seule casserole. J'ai laissé tout le reste exactement où c'était. Cette nuit-là, dans le lit, elle a essayé de lancer quelque chose, elle a posé sa main sur ma poitrine, a rapproché son corps du mien. J'ai repoussé sa main. Pas envie. Sérieux ? Je me suis tourné. Tu as dit que tu n'étais pas obligé de dormir avec moi. Ça marche dans les 2 sens. Elle n'a rien dit de plus, elle s'est simplement tournée de l'autre côté, mais je pouvais sentir qu'elle était en colère. Parfait. Le lendemain, vendredi, je suis rentré à la maison et j'ai vu qu'elle avait essayé de cuisiner quelque chose. La cuisine était encore plus en désordre qu'avant. Il y avait des casseroles sur la cuisinière avec des restes brûlés dedans. L'alarme incendie avait sonné à un moment donné, on pouvait le deviner par les fenêtres grandes ouvertes. Elle était en train de manger des céréales quand je suis entré. Je lui ai demandé si sa tentative de cuisiner n'avait pas fonctionné. Elle s'est mise sur la défensive, disant qu'elle n'était pas femme au foyer et qu'elle travaillait aussi. Valérie travaille de chez elle comme coordinatrice des réseaux sociaux. Elle gagne une somme correcte, même si ce n'est pas autant que moi. Elle est en télétravail depuis 2 ans, ce qui signifie qu'elle est à la maison toute la journée avec toutes les occasions du monde de s'occuper des tâches de base. Mais souligner ça, selon la doctrine de Nicole, c'était utiliser la logique comme une arme. Alors j'ai simplement hoché la tête et acquiescé. J'ai préparé mon dîner. Elle a regardé tout le processus. Le dimanche, les choses ont commencé à devenir intéressantes. L'évier était complètement plein. La poubelle était pratiquement un monument à son habitude de commander à manger. Bailey avait commencé à me suivre partout parce que j'étais le seul à le nourrir. Et Valérie commençait à réaliser que toutes ces choses qui se faisaient toutes seules, dans notre maison, avaient toujours été faites par moi. Cet après-midi-là, son téléphone a sonné, Nicole, pour le rappel hebdomadaire. J'ai entendu la partie de Valérie depuis le bureau, où je répondais à des emails de travail. Elle se plaignait que j'étais puéril, que je ne cuisinais plus pour elle, que je n'aidais plus en rien. Totalement déconnecté. J'entendais des murmures étouffés de Nicole, puis Valérie disant qu'elle ne savait pas, qu'elle pensait que j'essayais de prouver un point. D'autres murmures de Nicole. Puis Valérie admettant que j'étais probablement en train de traverser quelque chose.
Les hommes sont tellement émotionnels. J'ai dû rire à ce moment. Ironique venant de quelqu'un dont le groupe d'amis passait tous les week-ends à faire des séances de pleurs collectives à propos des sentiments. Ce soir-là, elle est entrée dans la chambre et s'est assise au bord du lit. On devrait parler de ce qui se passe avec toi. J'ai levé les yeux de mon téléphone vers elle. Il ne se passe rien avec moi. Je prends juste soin de mes propres besoins, comme tu l'as suggéré. Tu sais que ce n'est pas ce que je voulais dire. Ah bon? Parce que c'est exactement ce que tu as dit. Je ne fais que respecter tes limites. Elle a commencé à s'énerver. Tu déformes mes mots. Vraiment? Alors explique-moi comment j'ai mal interprété, tes besoins sont ton problème. Elle n'a pas réussi. Elle s'est énervée davantage. Elle a dit: très bien. Si tu veux être comme ça, parfait. On fait chacun sa part, alors. Je lui ai dit que ça me semblait parfait. Elle a claqué la porte de la salle de bain. Je suis retourné scroller sur mon téléphone. La vérité quand on se détache de quelqu'un qui te prend pour acquis, c'est qu'il ne remarque pas les premières choses qui cessent d'arriver. Mais, avec le temps, toutes ces pièces manquantes commencent à s'accumuler et il commence à ressentir la différence. Valérie commençait à ressentir. À la fin de la 2e semaine, les choses s'étaient aggravées. La maison tombait littéralement en morceaux. Le lavabo de la salle de bain s'écoulait lentement. Le bruit étrange du lave-vaisselle avait empiré. Une des portes du placard de la cuisine était sortie de sa charnière. Avant, j'aurais réparé tout ça. J'aurais passé mon samedi matin à faire le bricoleur, à garder tout en état. Mais Valérie avait clairement indiqué que mes contributions n'étaient ni attendues, ni appréciées. Alors, j'ai arrêté de contribuer. J'ai réparé la douche de la salle de bain d'amis, celle que j'utilisais exclusivement désormais. Je l'ai laissé se débrouiller avec la salle de bain principale. Elle a commenté une fois. Le lavabo draine à peine. Ah oui? Ai-je répondu sans lever les yeux de mon ordinateur. Quel dommage. Tu vas le réparer? Pourquoi je ferais ça? Parce que tu répares toujours les choses. Je réparais. Passé. Tu n'as besoin de moi pour rien. Elle m'a regardé comme si je parlais une langue étrangère. Tu vas laisser l'appartement tomber en ruine juste parce que tu es de mauvaise humeur? Je vais te laisser gérer tes propres problèmes. Comme tu le voulais. Elle a appelé un homme à tout faire le lendemain. Ça lui a coûté $200 pour des choses que j'aurais réglées en 20 minutes. J'ai souri en voyant le prélèvement sur son relevé de carte. Ah, oui. À propos de ces relevés. Mercredi matin, j'ai ouvert un nouveau compte bancaire, j'ai transféré exactement la moitié de nos économies communes dessus, j'ai fait en sorte que mon salaire y soit versé, et j'ai laissé son nom sur l'ancien compte avec sa moitié des économies et son salaire à elle. Puis j'ai appelé la compagnie de la carte de crédit et j'ai retiré mon nom de ces cartes en tant qu'utilisateur autorisé. J'ai ouvert une nouvelle carte juste à mon nom. Je n'ai rien dit. J'ai imaginé qu'elle le découvrirait naturellement. Elle l'a découvert vendredi, quand sa carte a été refusée au Target. L'appel est arrivé pendant que j'étais en réunion. 6 appels manquaient. 12 messages me demandant ce que j'avais fait, pourquoi la carte ne marchait plus, m'ordonnant d'appeler immédiatement, m'accusant d'abus financiers. Cette dernière m'a fait éclater de rire. Abus financiers venant de la femme qui vivait sur mon salaire pendant que je payais 70% des dépenses, et qui dépensait son argent à elle en voyage entre copines et en sac de marque. Je l'ai rappelé pendant ma pause déjeuner. « Qu'est-ce que tu as fait, bon sang ?» a-t-elle répondu en hurlant. « J'ai séparé nos finances. »« Tu as fait quoi ?»« Maintenant, chacun a son propre argent. Ton salaire va sur ton compte. Le mien va sur le mien. Le compte joint contient ta moitié des économies. La mienne est sur un autre compte. Tu ne peux pas juste faire ça. Je peux, en fait. Et je l'ai fait. Ne t'inquiète pas. J'ai quand même payé ma moitié du loyer de ce mois. Tu vas devoir t'occuper de la tienne. Silence. Ma moitié? Oui. Le loyer est de 2400 $. Ta part est 1200. Je t'ai envoyé une demande sur Venmo. Tu as perdu la tête? Non. Je traite simplement la situation exactement comme tu l'as voulu, une colocation. Les colocataires divisent les frais. On est mariés, non?
Mais tu as clairement expliqué que le mariage ne signifie pas que tu dois contribuer à mon bien-être. Donc ça ne signifie pas non plus que je dois contribuer au tien. Je pouvais entendre sa respiration lourde de l'autre côté de la ligne. Tu es un connard. Et toi, tu apprends enfin ce que l'égalité veut vraiment dire. J'ai raccroché. Ce soir-là, l'ambiance était électrique. Elle m'attendait à mon arrivée, les bras croisés, prête à se battre. On doit régler ça maintenant. Régler quoi? J'étais vraiment curieux de savoir quelle partie elle voulait aborder. Tout? Tu agis comme un fou. Non? J'agis comme quelqu'un de sain d'esprit pour la première fois depuis des années. Nicole a dit. Je me fiche complètement de ce que Nicole a dit, les jeux coupés. Nicole est une coach de vie malheureuse, éternellement célibataire, qui passe des mois à te convaincre que je suis ton ennemi. Que demander du respect basique dans un mariage, c'est en demander trop. Et tu as tout gobé parce que ça t'a donné la permission d'abandonner notre relation sans culpabilité. Ne parle pas d'elle comme ça. Pourquoi? Elle parle de moi comme ça. Ou tu pensais que je n'entendais pas quand vous me ridiculisez en croyant que je ne vous entends pas? Toutes ces blagues sur les hommes inutiles, sur les maris qui sont un enfant de plus à gérer. Elle eut au moins la décence d'avoir l'air un peu honteuse. C'est juste des conversations entre femmes. Ah oui? Eh bien ça, c'est juste moi appliquant tout ce que j'ai appris dans ces conversations entre femmes. Félicitations. Tu as obtenu exactement ce que tu voulais. Un mari qui n'attend rien de toi et qui ne te donne rien non plus. Je suis passé devant elle et je suis allé à la cuisine préparer mon dîner. Elle est restée plantée là, enragée, essayant de décider de son prochain coup. Et quoi? Tu vas continuer comme ça pour toujours jusqu'à ce que les choses changent? Oui, probablement. Les choses ne vont pas changer si tu continues à agir comme ça. Tu as raison. Elle est sortie de la cuisine. 20 minutes plus tard, je l'ai entendue au téléphone avec Nicole. Voix basse, agacée. Peu importe ce que Nicole disait, ça empirait les choses, on pouvait le deviner au ton de plus en plus dur de Valérie. Chaque plainte était quelque chose que j'avais toujours réglé et qu'elle n'avait jamais apprécié. Chaque frustration était la preuve que tout son mode de vie reposait sur mes efforts et qu'elle venait seulement de s'en rendre compte. Cette nuit-là, elle a encore essayé dans le lit. Elle a mis la lingerie que je lui avais offerte à Noël. Elle s'est rapprochée de moi, a posé sa main sur ma cuisse. J'ai repoussé sa main. Allez, murmura-t-elle. On peut arranger ça. Aucune envie. Tu vas vraiment me rejeter? Je me suis tourné vers elle. Tu m'as dit que tu n'avais pas besoin de dormir avec moi. Je ne fais que rendre l'appareil. Les limites, tu te souviens. Son visage est devenu rouge. C'est ridicule. C'est ça, l'égalité. Bienvenue. Elle a dormi sur le canapé cette nuit-là. J'ai dormi merveilleusement bien. La 3e semaine, c'est là que d'autres personnes ont commencé à remarquer. La sœur de Valérie, Lana, m'a appelé directement. Ça n'était jamais arrivé. Lana et moi, nous avons toujours été amicaux, mais jamais proches. Elle a 4 ans de plus que Valérie, divorcée, 2 enfants. Elle a demandé si tout allait bien entre nous. J'ai dit que oui et demandé pourquoi. Elle a hésité, puis m'a dit que Valérie semblait stressée et avait mentionné que nous traversions quelques problèmes. J'ai demandé quel genre de problème. Lana a dit. Valérie m'a dit que tu étais difficile. Que tu n'aidais plus dans la maison. Que tu ne communiquais pas. J'ai ri. Je n'ai pas pu m'en empêcher. J'ai dit que c'était une façon intéressante de décrire la situation. Lana m'a demandé ma version. J'ai expliqué que sa sœur m'avait dit qu'elle n'avait pas besoin de cuisiner, nettoyer ou dormir avec moi. Alors j'ai arrêté de faire ces choses pour elle aussi. Elle découvrait que tout ce qui semblait se faire tout seul dans notre mariage, c'était moi qui le faisais. Silence de l'autre côté. Puis Lana a demandé. Elle a vraiment dit ça? J'ai confirmé mot pour mot. Lana a poussé un long soupir et a mentionné le nom de Nicole. J'ai répondu simplement, oui. Elle a dit que cette femme était toxique. Qu'elle disait à Valérie depuis des mois d'arrêter d'écouter Nicole. Je lui ai demandé ce qu'elle pensait que je devais faire. Nous avons parlé encore quelques minutes. Lana a été compréhensive, mais ne m'a pas poussé dans une direction ou une autre.
Elle a seulement dit que si j'avais besoin de quoi que ce soit, je pouvais l'appeler. C'était le plus grand soutien que j'ai reçu de quelqu'un de son entourage. Le week-end, nous avions prévu d'aller à l'anniversaire d'une collègue de Valérie. J'avais confirmé ma présence des mois avant que tout ne s'écroule. J'ai pensé à annuler, mais j'ai décidé que ce serait plus intéressant d'y aller. Je voulais voir comment Valérie expliquerait notre nouvelle dynamique aux autres. La fête était dans un bar rooftop. Nous sommes arrivés séparément, j'ai dit à Valérie que j'avais des choses à régler. Quand je suis arrivé, Valérie était déjà entourée de ses collègues et Nicole. Bien sûr que Nicole était là. Elle avait probablement senti l'odeur du drama et accouru pour s'en nourrir. J'ai pris un verre et je suis resté un peu à l'écart, discutant avec quelques gars du travail d'elle que je connaissais déjà. Conversation normale, sport, travail, banalité. Puis j'ai remarqué Valérie me regarder avec cet air de « Pourquoi il n'est pas ici en train de me donner de l'attention ?» Dommage, ma chère. Cette époque était révolue. Nicole est venue me voir à un moment. Plutôt audacieux de sa part. « Tu es venue, dit-elle, comme si elle était surprise. Je n'aurais raté ça pour rien au monde. » Elle prit une gorgée de vin. « Tu sais, le mariage, c'est une question de partenariat. Deux personnes qui se soutiennent mutuellement. » J'ai failli m'étrangler avec ma boisson. Tu as passé des mois à dire à Valérie qu'elle ne me doit absolument rien. Que s'attendre à ce que sa femme contribue à la relation est une oppression. Mais maintenant qu'elle reçoit exactement la même énergie en retour, soudain c'est un problème. Son visage s'est crispé. Tu es manipulateur. Non. Je suis cohérent. Elle est partie. J'ai souri. Un des collègues de Valérie, un gars nommé Brian, avec qui j'avais déjà parlé, est venu me voir après le départ de Nicole et m'a dit que ça avait l'air intense. Il a demandé si ça allait. J'ai dit. Oui, je clarifie juste quelques malentendus. Il a hoché la tête et a changé de sujet pour parler du match des Suns, mais on voyait clairement qu'il avait capté l'attention. Le reste de la fête était étrange. Valérie essayait d'agir comme si tout était normal, mais tout le monde sentait l'ambiance. Nous sommes repartis séparément. Je suis resté encore 1 heure après son départ juste pour souligner le message. Quand je suis rentré, elle était réveillée à m'attendre. Tu m'as humilié aujourd'hui. Comment? J'étais réellement curieux de savoir ce qu'elle pensait que j'avais fait. Tu m'as à peine parlé. Tu t'es disputé avec Nicole. Tout le monde a vu qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. J'ai juste arrêté de faire semblant. On avait l'air de se détester. On avait l'air? On ne se déteste pas? L'air s'est coupé entre nous. Elle m'a regardé et, pour la première fois, j'ai vu autre chose que de la colère. Peut-être de la peur. Peut-être la prise de conscience. Je ne te déteste pas, dit-elle d'une voix faible. Tu ne fais que ne pas me respecter. Ne pas m'apprécier. Ne pas te soucier de mes besoins. Mais bon, au moins il n'y a pas de haine, hein? Elle n'a pas eu de réponse. Les jours suivants furent identiques. Je m'occupais de mes responsabilités. Elle des siennes, sauf qu'elle commençait à réaliser qu'elle ne savait pas faire grand-chose en réalité. Le chien devait aller chez le vétérinaire pour son check-up annuel. En 3 ans avec Bellet, elle n'avait jamais pris un seul rendez-vous. Elle ne savait même pas quelle clinique nous utilisions. Elle a dû m'appeler pour demander. Je lui ai dit de se débrouiller. Elle a Google. Elle a fini par emmener Bellet ailleurs, le vétérinaire lui a facturé le double. Ensuite, le chauffage a commencé à faire un bruit bizarre. Elle m'a demandé d'y jeter un œil. Je lui ai dit d'appeler un plombier. Elle a râlé que je savais réparer ce genre de choses. J'ai répondu qu'elle savait appeler un professionnel. 400 $ plus tard, le plombier avait réglé un problème que j'aurais corrigé en ajustant une simple valve. Chaque jour, une nouvelle crise surgissait, quelque chose qu'elle n'avait jamais eu à gérer. Chaque jour, elle découvrait ce que je faisais et qu'elle n'avait jamais valorisé. Et chaque jour, j'étais plus sûr de ce que je devais faire. Le vendredi de la 4e semaine, je suis sorti plus tôt du travail et je suis allé dans un cabinet d'avocats au centre-ville de Phoenix. J'avais déjà fait mes recherches et trouvé une avocate, Claire, spécialisée en divorce, excellentes évaluations, 15 ans d'expérience et aucune illusion. Elle m'a demandé d'expliquer la situation et mes options. Elle a demandé depuis combien de temps nous étions mariés, 7 ans. Des enfants?
Non. Des biens? Rien d'important. Un bail aux deux noms. Chacun sa voiture. Seulement des économies communes que j'avais déjà séparées. Elle a tout noté et m'a expliqué que, selon les lois de l'Arizona, le processus serait simple. Pas d'enfants, voiture séparée, division propre. De 4 à 6 mois entre l'ouverture et la clôture, si Valérie ne contestait pas. J'ai demandé ce qui se passait si elle contestait. Elle a dit que ça prenait plus de temps et coûtait plus cher, mais que je ne demandais qu'une division égale et une séparation propre. Les juges considéraient ça comme raisonnable. Nous avons passé 1 heure à revoir les détails. À la fin, Claire a demandé. Vous êtes certain? Une fois que c'est lancé, il est difficile de faire marche arrière. J'ai dit que j'étais certain. J'ai passé 7 ans à essayer de rendre heureuse quelqu'un qui avait clairement indiqué que ce n'était pas sa priorité. Elle a hoché la tête et a dit qu'elle commencerait à préparer les documents. Je suis sorti du bureau plus léger que je ne l'avais été depuis des mois. Ce soir-là, Valérie a encore essayé. Elle s'était apprêtée, maquillage, coiffure, la robe que je lui avais toujours dit que j'adorais. J'ai réservé une table dans ce restaurant italien que tu aimes, dit-elle. Demain soir. Juste nous deux. Je suis occupé demain. Par quoi? Des choses que je dois régler. Tu ne peux pas déplacer? Ça fait des semaines qu'on n'est pas sortis ensemble. Non? Elle a mordu sa lèvre. Mais j'essaie. Tu essaies parce que tu réalises ce que tu avais, pas parce que tu as changé d'avis sur quoi que ce soit. Elle n'a rien trouvé à répondre. La réservation est restée inutilisée. Dimanche après-midi, elle a encore appelé Nicole. J'étais dans le bureau quand j'ai entendu les deux discuter dans le salon. Valérie disait que j'étais abusif, que je lui avais coupé l'accès à l'argent, que je refusais d'aider avec quoi que ce soit. Nicole lui a dit qu'elle devait tout documenter, au cas où elle en aurait besoin pour le divorce. J'ai failli rire. Elle planifiait un divorce tout en s'attendant à ce que je reste là, à contribuer comme toujours. Valérie disait qu'elle ne voulait pas divorcer. Elle voulait juste que j'arrête d'être comme ça. Nicole lui a dit de poser des limites. De me montrer qu'elle ne peut pas être traitée comme ça. Valérie a répondu qu'elle avait déjà essayé. Nicole a dit. Peut-être que tu serais mieux sans lui. C'est là que j'en ai entendu assez. Je suis sorti du bureau et je suis allé au salon. Les deux m'ont regardé, surprise. Nicole, ai-je dit calmement, dehors. Elle a fait semblant de ne pas comprendre, mais j'ai répété, sors de chez moi. Valérie s'est levée en disant que je ne pouvais pas simplement la mettre dehors, et j'ai répondu que si, je pouvais. Nicole a ramassé ses affaires en me lançant des regards haineux. Elle a dit à Valérie de l'appeler plus tard, mais j'ai précisé qu'elle ne devait même pas essayer, si je la revoyais encore une fois chez moi, on aurait un vrai problème. Quand elle est partie, Valérie s'est tournée vers moi, furieuse, demandant ce qui n'allait pas chez moi. J'ai dit que son amie était du poison, et qu'elle ne s'en rendait pas compte parce qu'elle était trop occupée à jouer la victime pour comprendre que c'est elle qui avait démoli son propre mariage. Valérie s'est mise à pleurer, disant qu'elle ne voulait pas dire les choses de cette façon, qu'elle était frustrée. J'ai répondu qu'elle avait voulu dire exactement ce qu'elle avait dit et qu'elle gérait maintenant les conséquences. Je suis retourné au bureau et j'ai fermé la porte. Le lendemain, Claire a appelé pour dire que les papiers étaient prêts. Mardi soir, je suis rentré avec une enveloppe. Valérie essayait de cuisiner quelque chose, et l'alarme incendie avait sonné 2 fois. J'ai dit qu'on devait parler et je lui ai tendu l'enveloppe. Elle l'a ouverte, a commencé à lire, et a pâli immédiatement. « Tu demandes le divorce ?» a-t-elle demandé. J'ai dit que la procédure était déjà lancée. C'est simple. Séparation propre. Tu gardes tes affaires, je garde les miennes. Chacun suit sa vie. Elle a demandé si j'allais jeter 7 ans de mariage pour une dispute, et j'ai répondu que je mettais fin au mariage parce qu'elle m'avait montré exactement ce qu'elle ressentait, et l'avait confirmé pendant un mois entier. Valérie s'est mise à pleurer, disant qu'elle ne pensait pas que j'irais jusque-là, qu'on pouvait arranger les choses, qu'elle changerait. J'ai dit que je n'allais pas replonger dans ce cycle. Elle pleurait en disant qu'elle m'aimait, et j'ai répondu qu'elle aimait ce que je faisais pour elle, ce qui n'est pas la même chose. La vie n'est pas juste, ai-je dit. Mais le divorce, lui, est équitable. Je l'ai laissé dans la cuisine avec les papiers et je suis allé faire ma valise. J'avais déjà réservé un hôtel. En passant avec la valise, elle était au téléphone avec Nicole,
disant que j'avais vraiment demandé le divorce. Je suis parti avant d'entendre la suite. L'hôtel était silencieux, sans drame. Mon téléphone a explosé d'appels et de messages, Valérie, Lana, même sa mère. J'ai répondu seulement à Lana pour dire que j'allais bien. À Valérie, j'ai envoyé un message disant que toute communication devait passer par mon avocate. Vers minuit, elle a envoyé un dernier message disant qu'elle regrettait, qu'elle voulait une nouvelle chance, qu'elle ferait n'importe quoi. J'ai répondu qu'elle avait eu 7 ans de chance et qu'elle les avait toutes utilisées. J'ai éteint mon téléphone et j'ai dormi mieux que je n'avais dormi depuis des mois. La notification officielle a eu lieu mercredi matin. Valérie m'a appelé hystérique, mais je n'ai pas répondu. Jeudi, Claire a appelé pour m'informer que l'avocat de Valérie avait pris contact. Elle voulait négocier. J'ai demandé ce qu'il y avait à négocier, c'était une séparation propre. Claire m'a expliqué qu'elle demandait une pension, affirmant qu'elle ne pourrait pas payer l'appartement. J'ai ri. Elle gagne 55 000 $ par an, sans dette. Elle peut trouver un endroit plus petit. Claire a dit qu'elle avait expliqué exactement cela à l'autre partie et que notre dossier était solide. Pas d'enfant, mariage court, revenus suffisants. Tout avançait. Vendredi soir, je suis passé à l'appartement pour récupérer plus d'affaires, à un moment où je pensais que Valérie serait chez sa sœur. Mais en entrant, j'ai entendu des voix. Valérie et Nicole se disputaient sérieusement. J'ai entendu la fin de la conversation. Nicole disait que je ne valais pas tout ce stress, que Valérie serait mieux sans moi, qu'après le divorce elle trouverait quelqu'un qui la valoriserait vraiment. Alors Valérie a répliqué, avec fermeté, demandant ce que « valoriser » signifiait. Elle a dit que je faisais tout pour elle, tout, et que Nicole l'avait convaincue que ce n'était pas assez, qu'elle lui avait fait croire qu'elle méritait mieux alors qu'elle avait déjà quelqu'un qui s'en souciait réellement. Nicole a dit que je la contrôlais. Mais Valérie a répondu que je prenais soin d'elle, et qu'elle était trop occupée à écouter Nicole se plaindre des hommes pour remarquer ce qu'elle avait. À ce moment-là, elles m'ont vu. Nicole avait l'air gênée, Valérie semblait dévastée. J'ai dit que je repasserais plus tard et me suis tourné vers la porte. Mais Valérie m'a demandé d'attendre. Je me suis arrêté sur le seuil. Nicole a pris son sac et est partie en silence. Valérie est restée debout, maquillage coulé, yeux gonflés, et m'a demandé si on pouvait parler. J'ai dit que nous ne devrions pas, que tout devait passer par les avocats. Elle a demandé juste 5 minutes. Contre mon meilleur jugement, je suis resté, mais je ne me suis pas assis. Je suis simplement resté debout près de la porte. Valérie a pris une profonde inspiration et a commencé. J'ai réfléchi à ce que tu as dit. Et, tu avais raison sur tout. Je me suis laissé entraîner par ce que Nicole disait et j'ai complètement perdu la notion de ce que j'avais vraiment. Je n'ai pas répondu. Je l'ai laissé continuer. Je sais que je ne peux pas effacer ce que j'ai dit. Je sais que je ne peux pas effacer la façon dont je t'ai traité, mais je te demande une autre chance. Une vraie chance. Sans Nicole. Sans excuse. Juste moi, en train d'essayer réellement d'être ta femme. Pourquoi maintenant ? Ai-je demandé. Parce que je n'avais pas compris ce que j'étais en train de perdre. J'ai pensé que tu serais toujours là. Que je pouvais te traiter comme je voulais et que tu ne partirais jamais. Ouais, c'est là que tu t'es trompé. Elle fit un pas de plus vers moi. Je suis désolé. Vraiment désolé. Si tu me donnes une autre chance, je passerai chaque jour à te prouver que je peux être meilleur. Je te le promets. Je l'ai regardée, la femme avec qui j'avais passé 7 ans, construit une vie, essayer de la rendre heureuse. La même femme qui m'avait dit, sans hésiter, que mon bonheur n'était pas son problème. Tu veux savoir la partie triste ? Ai-je dit doucement. Je crois que tu es sincère en ce moment. Je pense que tu regrettes vraiment. Mais dans 6 mois, quand tu te sentiras en sécurité à nouveau, quand tu sauras que je ne vais nulle part, tu retomberas dans tes vieilles habitudes. Et on sera de nouveau exactement ici. Je ne recommencerai pas. Je te le promets. Tu ne peux pas promettre ça. Tu ne peux pas, parce que tu ne te connais pas assez pour promettre quelque chose comme ça. J'ai conclu, je suis fatigué d'apprendre à une femme adulte comment être une partenaire décente. Tu veux changer ? Super. Change pour le prochain gars, parce que moi, j'en ai fini. Ne dis pas ça. C'est déjà dit, Valérie. Les papiers sont signés.
J'ai déjà tourné la page dans ma tête. Ce mariage est mort depuis longtemps. Je fais juste en sorte que ce soit officiel. Elle s'est effondrée sur le canapé, en larmes. Je t'aime, s'il te plaît, ne fais pas ça. Trop tard. J'ai pris le sac que j'étais venu chercher et je suis allé vers la porte. Je suis parti avant qu'elle ne puisse dire quoi que ce soit de plus. Dans la voiture, je suis resté là un moment à tout digérer. Une part de moi se sentait mal. Une part de moi voulait remonter et donner la chance qu'elle implorait. Mais la part de moi qui avait passé un mois entier à apprendre à prioriser mon propre bien-être, connaissait la réponse. Certaines choses ne peuvent pas être réparées. Certains dégâts sont permanents. Et parfois, la chose la plus gentille que tu puisses faire pour vous deux, c'est partir. Je suis allé dans mon nouvel appartement, le bail que j'avais signé la veille. J'avais déjà commencé à tout installer à ma façon, acheter un banc de musculation pour la deuxième chambre, installer une bonne télévision, préparer la cuisine pour cuisiner mes repas de la semaine. L'endroit avait l'air à moi, d'une façon que l'ancien appartement n'avait jamais eu. 3 mois plus tard, le divorce a été finalisé. Elle n'a contesté rien du tout. On a tout divisé en deux. Et c'était fini. J'ai appris par Lana que Valérie et Nicole n'étaient plus amies. Que Valérie avait commencé une thérapie, qu'elle avait de nouveaux passe-temps, qu'elle allait mieux au travail, qu'elle semblait évoluer comme personne. Je suis content pour elle. Sincèrement. Mais cette évolution n'était plus ma responsabilité et n'aurait jamais dû l'être. J'espère qu'elle trouvera ce qu'elle cherche. Mise à jour pour ceux qui ont demandé, Belay est restée avec moi. C'était une des choses que j'ai exigées dans le divorce. La propre Valérie a admis qu'elle ne s'en occupait pas correctement. Et Belay va très bien. Commentaire Monsieur Reddit. Il a fallu que les papiers du divorce arrivent pour que la réalité lui donne enfin une petite tape sur l'épaule. Incroyable comme certaines personnes ne réalisent la valeur d'un partenaire que lorsque le wifi émotionnel est coupé, que les factures arrivent à leur propre nom et que l'homme inutile disparaît avec tout le travail qu'il faisait. Mais bon, au moins maintenant elle a plein de temps pour réfléchir, une thérapie programmée et surtout plus de Nicole pour lui laver le cerveau. Évolution ? Peut-être. Trop tard ? Absolument.